Donc bonjour à tous et merci de vous être levés pour participer à ce débat sur les risques climatiques et l'assurance. Alors nous avons comme consigne, parce que le micro, l'ampli de la salle ne marche pas, mais le micro marche pour les gens à distance. Donc nous allons parler fort dans le micro. Donc dommage pour ceux à distance qui vont nous entendre hurler, et vous nous dites si jamais vous voyez une baisse dans l'intensité de notre voix. Bonjour à tous encore. Pour ma part, je suis Angelos Souriadakis, je suis un des senior partners du cabinet Kea Ilios, et j'ai contribué au montage de cette magnifique chaire avec Éric Brousseau, le directeur ici présent, et je vais modérer, comme on dit, ce petit déjeuner. La thématique est d'essayer de comprendre comment les assureurs et les réassureurs font face à cet enjeu qui est l'augmentation des aléas climatiques et l'augmentation des coûts que ça engendre. J'en profite pour corriger un chiffre qui a été donné par la CCR, et que dans la rapidité de la rédaction du petit manifeste, nous avons écorché. Donc la Caisse centrale de réassurance, dont vous parlera François-Xavier à ma gauche, a estimé que le coût des dommages climatiques pourrait augmenter de 27 à 62% à l'horizon 2050, et que si on prend l'évolution des valeurs assurées, il pourrait augmenter même de 47 à 80%. Et donc on parle dans un cas d'une valeur totale de l'ordre, si on prend la moyenne, de 811 millions, et dans le deuxième cas, en prenant en compte la valeur des biens assurés, de 1 milliard 238 millions. Donc, et on parle de la sinistralité de 2023, le coût était de 6,5 milliards. J'ai entendu hier que celui de 2024 était de 5 milliards. Donc on est là maintenant dans une phase où on est entre 5, 6, 7 milliards d'euros de coûts supplémentaires des aléas climatiques que doivent subir l'ensemble du système assurance-réassurance en France. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est comment, par rapport à ces outils traditionnels que sont la mutualisation, le fait qu'il y a une dispersion des risques, etc., comment l'univers de l'assurance et de la réassurance et les entreprises qui sont confrontées à ces risques vont faire pour répondre à cette augmentation de l'aléa et cette augmentation du coût. Vous voyez, parce qu'on dit qu'il y a bien deux facteurs. Il y a des risques qui arrivent plus souvent, finalement, dont l'occurrence est plus grande, et les valeurs qu'on assure sont plus importantes. Voilà, on expliquait qu'aux États-Unis, notamment en Californie, maintenant, les gens, pour pouvoir assurer leur maison, doivent payer le quart de la valeur de la maison, puisqu'il y a une chance sur 4 que ça brûle dans les 4 ans. Voilà. Donc, grosso modo, on est face à des choses qui sont un peu hors sol, ou en tout cas hors des capacités de financement classiques. Donc, il y a une question autour de est-ce que des mécanismes qui étaient des mécanismes de mutualisation, comme je disais, de dispersion, de réassurance peuvent fonctionner, ou comment on peut les faire évoluer, et comment est-ce que les acteurs de cet univers, les assureurs, les entreprises, les réassureurs, les courtiers ou la Caisse centrale de réassurance vont inventer des nouveaux modèles, et comment bien sûr cela va s'articuler avec leur régulateur qui est l'ACPR, et est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer les modalités, les voies et moyens de régulation économique de ce secteur. Alors, pour traiter du sujet aujourd'hui avec nous, il y a, dans l'ordre partant de droite à gauche plutôt, François-Xavier Hay, qui va représenter la Caisse centrale de réassurance, qui en est le directeur des investissements et de la gestion actif-passif. Je vous laisse expliquer tout ça. Il y aura le rôle central justement de la Caisse de réassurance. Il y aura avec nous également Laurent Boussu, qui est en charge des risques au sein des laboratoires Servier. Alors il y a aussi les risques, les assurances et tous les sujets de contrôle interne. Et donc il va expliquer comment une entreprise confrontée à cela fait face. Et on finira par l'intervention de Frédéric Dureau, qui est le managing director de la structure IRRD de Diot Sassi, qui est un courtier en assurance et dont le travail est justement
d'arriver à couvrir le portefeuille de risque de différentes entreprises. Et donc, comment ces trois acteurs font face à cette question. Voilà, donc on a une intervention de chacun d'entre eux et après on a une petite demi-heure d'échange avec vous-même par rapport à vos questions. Donc je démarre logiquement dans le même ordre. Et donc, François-Xavier, la parole est à vous. Effectivement, donc, vous avez mentionné des chiffres, c'est important. Je pense que la démarche scientifique, ce que je vais dire en préambule, est essentielle. Le chiffre est essentiel pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Effacer des bases de données, effacer des chiffres, n'aidera pas à comprendre les risques ni ce qui se passe. Voilà. Donc tout ça pour dire que également le chiffre ne va pas à l'encontre de la mutualisation. Il va expliquer, caractériser un choix de société de mutualisation. La mutualisation reste un choix de société, donc un choix plutôt politique, sur lequel je n'ai pas exprimé, mais ce qui caractérise l'ensemble d'un système pour mutualiser, au final, un certain nombre d'éléments et protéger ceux qui ont souffert de telle ou telle forme d'aléa. Donc les aléas évoluent, donc il y a les fréquences qui évoluent, les intensités évoluent, et bien sûr, les expositions, nos actifs évoluent par la croissance de l'activité. Ce qu'on n'évalue pas forcément toujours très bien, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer également, c'est la valeur finalement d'une prévention future par la diminution des coûts futurs. Et donc cette valeur actualisée finalement est peu prise en compte quand on sait que 1 euro investi dans des plans de prévention permet d'économiser 6 euros futurs. Ça pourrait être économiquement très intéressant. Tout l'enjeu pour les financiers peut-être qui sont dans la salle est de poser un prix sur cette économie future qui est difficile à caractériser, difficile à évaluer. Et donc, on ne sait pas pourquoi on achète, on met un cadenas sur sa porte, hein, parce qu'on ne sait pas combien de fois ce cadenas aura été utile, mais on le met. C'est la même chose finalement pour plein d'autres dispositifs, y compris les précautions que l'on prend à titre personnel sur sa santé ou à titre collectif avec la construction d'une digue. Tous ces éléments-là, finalement, doivent être caractérisés. On sent bien que ça nous protège et que c'est un choix de société que d'investir du temps, de travailler ensemble et donc de développer ce qui va être aussi au cœur, à mon avis, de notre discussion aujourd'hui, des partenariats publics-privés, des filières qui vont pouvoir finalement assembler tout le monde. Donc voilà, François-Xavier, je suis directeur des investissements et de la gestion active-passif chez CCR. Donc CCR, quelques mots peut-être sur cette création, cet organe qui a pour mission de protéger l'assurabilité, c'est-à-dire de protéger le marché de l'assurance, le marché du partage finalement des risques, a été créé en 1946 aux côtés de deux autres institutions, donc sorties de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc rendant les Français finalement solidaires et responsables face au grand âge, à la maladie et aux aléas, aux catastrophes, on appelait ça les calamités naturelles à l'époque. Voilà. En 1982, ça a été rénové avec la création du régime des catastrophes naturelles, qui est un régime que vous connaissez tous puisqu'on a entendu parler, mais j'aime bien rappeler quand même les règles du jeu de ce fonctionnement. C'est quand même un régime qui nous implique chacun sur nos garanties dommages. On a en France, je crois, l'obligation de s'assurer sur son habitation, sur les actifs et la garantie dommages de l'entreprise, enfin des bâtiments de l'entreprise. Et il y a une proportion de cette garantie dommage qui est affectée au régime, et tout assureur qui souhaite apporter ses services à un marché, donc participer au marché de l'assurance, doit embarquer le régime CatNat et dire quand il y aura une catastrophe naturelle, c'est-à-dire des événements jugés idiosyncratiques, énormes, qui vont affecter un grand nombre d'unités assurées, eh bien l'assureur devra apporter, même dans ces conditions-là, il n'y aura pas de sauvegarde, il devra également apporter ses services dans ces conditions-là. Donc le régime sécurise son implication dans ce type de circonstances et
comment dire, cette surprime, cette prime, comment dire, il peut, enfin, tout assureur peut se réassurer et bénéficier de la garantie de l'État via cet organe que l'on appelle CCR et qui a donc été créé. Bon, comme les deux autres sous forme assurantielle à l'origine, les deux autres sont devenus des dispositifs qui ne sont plus sous forme assurantielle. CCR est une entreprise privée, 100% possédée par l'État, mais qui est soumise aux règles de solvabilité 2. Donc on publie tous les rapports. Vous pouvez aller en ligne pour lire le SFCR si cela vous intéresse. C'est sans doute le document le plus intéressant qu'on peut trouver en ligne sur la solvabilité d'un organisme d'assurance. Et vous allez pouvoir voir la nature des risques que prend cette organisation. Sa mission est donc d'apporter une capacité de réassurance à l'ensemble des assureurs du marché, donc qui, pour cette partie du régime CatNat, hein, si je simplifie, parce qu'on a aussi la mission sur d'autres types de fonds, mais 95% de notre activité est vraiment sur les catastrophes naturelles, eh bien, les assureurs ont la possibilité de se réassurer auprès de CCR. 95% d'entre eux font ce choix. Il y a aussi 5% qui ne font pas ce choix et qui disent ben non, on va faire ça tout seul, ou on se réassure auprès d'autres réassureurs parce qu'on n'a pas forcément besoin de ce service-là. Donc ça reste un marché entre guillemets libre et bénéficient donc quand ils viennent chez CCR, ils se réassurent via une quote-part de 50%, c'est-à-dire que 50% de leurs primes sont confiées à CCR qui du coup prend également l'engagement de payer 50% des sinistres. On partage vraiment de manière proportionnelle. Et pour les autres 50%, ils peuvent demander ce qu'on appelle un stop loss, donc qui est une garantie souvent jugée plus intéressante pour les assureurs et qui va en fait protéger l'assureur à partir d'une franchise de primes hein, qui peut être de mettons 100% des primes ou de 100% des primes de ces 50% restants. Et donc là, la CCR va prendre en charge ce qu'il y a au-dessus de cette franchise. CCR, en même temps, on ne peut pas forcément, on parle de chiffres importants, si on prend des événements extrêmement significatifs, ne peut pas porter l'ensemble de ces risques acceptés du marché, de 95% de marché. Donc CCR rétrocède à l'État, au-delà d'une franchise aussi qui est fonction de ses provisions d'égalisation et de ses réserves spéciales, et peut bénéficier de cette garantie illimitée qui donc intéresse bigrement les assureurs qui bénéficient ainsi finalement d'une protection et de ce régime CatNat. C'est important du coup, pour revenir peut-être plus précisément à mon métier, l'enjeu pour CCR est vraiment d'apporter cette capacité au marché pour absorber des chocs quarantenaux. Et c'est pour ça que l'évolution de la fréquence, l'évolution de l'intensité que l'on observe a stimulé la rédaction d'un rapport dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le rapport Langrenay, hein, en 2023, qui a été, qui a fait l'objet de beaucoup d'échanges et d'échanges comme celui-ci, et qui a également invité, le ministre des Finances à rehausser le niveau de cette surprime dont je parlais, de 12 à 20%. Donc, pour ça qu'on a tous aujourd'hui vu notre prime d'assurance évoluer quelque peu, parce que le régime doit affecter finalement un peu plus de cette proportion de nos primes d'assurance au financement de ces 5 milliards dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est bien cela l'enjeu. Et on voit bien que finalement, le risque évoluant, le dispositif, pour avoir une approche systémique, évolue. Et qu'il y a des réflexions comme cette surprime. Mais dans ce rapport, vous trouverez également énormément d'autres informations qui vont nourrir le débat sur lequel on est invité aujourd'hui à s'exprimer. Donc là, l'enjeu après, pour finir sur ce métier de l'actif passif, et de contribuer à générer cette capacité. Donc il y a 2 sources de financement si on prend l'organe CCR, qui sont forcément cette prime collectée chaque année, donc on doit être à 1,7 milliard cette année, en 2025, qui doit peu à peu, grâce à la surprime, permettre
d'avoir un résultat technique probable, c'est-à-dire des primes qui vont être légèrement supérieures au sinistre, hein, un résultat technique probable positif, et qui va être renforcé avec les résultats financiers, comme dans chaque compagnie d'assurance, hein, les provisions sont placées. Enfin, un euro qui rentre à la CCR, il est soit exposé pour financer les sinistres de l'année. Lorsqu'il y a eu un sinistre, si c'est une inondation, il va être provisionné pendant maximum 1 an, 2 ans, et puis il va ensuite régler les sinistres auprès des assureurs qui vont indemniser les personnes. Et là, il y a forcément des questions de rapidité, on en entend parler, il faut que les assureurs renforcent leur dispositif pour pouvoir régler rapidement. On imagine bien que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, c'est un effort important et que ça demande une intensité dans les processus. Et quand c'est une sécheresse, eh bien, ça peut prendre beaucoup plus de temps parce que la maison craque. Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en 2022, 2023. C'était 3,5 milliards, je crois, en 2022, 900 millions en 2023 pour la sécheresse. Donc on voit que ce sont des risques qui sont extrêmement coûteux, qui peuvent toucher énormément d'habitations dans ce pays. Et pour pouvoir les réparer, pour pouvoir estimer tout cela, demande de regarder comment la maison évolue, comment l'habitation évolue. Et cela, ça peut prendre évidemment beaucoup plus de temps. On va avoir une duration sur ce type de sinistre qui est de 5, 6, 7 ans. Donc, ce qui fait qu'on a un passif réassureur de l'ordre de 3, 4 ans. Et tout l'enjeu forcément à l'investissement est de pouvoir investir les près de 11 milliards que nous avons aujourd'hui, si on prend les plus-values latentes, sur différentes classes d'actifs qui permettent de sécuriser avant tout la liquidité le jour où il faut régler les sinistres en spot ou en provision par rapport aux sinistres qui ont eu lieu sur les exercices précédents. Et puis de construire au fur et à mesure une capacité à mettre au marché, à même d'absorber des chocs non plus de l'ordre d'une fréquence de tous les 12 ans à une fréquence quarantale. Voilà. Donc tout ça, tout l'enjeu pour la mission qui est aujourd'hui mon rôle, qui est le mien chez CCR, est d'accompagner cette évolution avec des modèles actifs-passifs qui optimisent l'allocation stratégique en termes d'actifs pour accompagner cet objet CCR, être dans une disposition pour accompagner ce marché. Voilà. Donc, si on revient sur les questions, alors je ne sais pas combien de temps j'ai, il faut surtout m'interrompre si jamais je suis un peu trop long. Parce que l'enjeu après, si on parle de la mutualisation, je parlais tout à l'heure de data, ce qui est fondamental. Enfin, CCR a forcément une histoire dans la compréhension du risque avec des modèles extrêmement précis, qui vont utiliser, on a des partenariats avec Météo France, avec beaucoup d'acteurs de ce marché, afin de vraiment caractériser au plus précis chaque événement et de pouvoir au fur et à mesure identifier et mesurer l'aléa, mesurer la vulnérabilité des actifs à protéger et donc l'efficacité du dispositif. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que on a aussi, l'État nous a également missionné pour pouvoir établir une cartographie de l'assurabilité, donc qui forcément fait aussi beaucoup parler, compte tenu du fait que ça peut identifier des zones vraiment définies comme non assurables. Donc une zone non assurable, ça veut dire qu'il y a des actifs qui vont fortement chuter, et il y a eu donc la mise en place d'un fonds Barnier qui est là aussi prévu pour accompagner cette évolution et la sécurisation des zones qui pourraient être en danger, voire après, mais lorsqu'on a un trait de côte qui évolue, on voit bien qu'il y a des maisons qui manifestement ne vont pas pouvoir rester longtemps sur pied. Donc on voit qu'il y a ici un dispositif qui accompagne le risque et qui s'évalue et qui demande du chiffre. Après, ce qu'il faut effectivement éviter, c'est que l'assurabilité disparaisse. Parce que si une maison n'est plus assurable, il n'y a plus de projet. Si une entreprise ne peut plus construire, il n'y a plus de... c'est le crédit qui en souffre par derrière. Enfin, on imagine toute l'activité économique. Il y a énormément d'activités, d'initiatives aujourd'hui dans le pays, y compris chez des banques assureurs, qui étudie la valeur économique d'un territoire et les moyens de protéger cette valeur économique. Donc, vous imaginez ce qui se passe en Californie, ce n'est pas tout à fait la même logique. Donc, la question de la mutualisation est vraiment au cœur et vraiment basée d'abord sur le chiffre.
est basée sur le chiffre pour bien comprendre les enjeux de prévention, pour bien comprendre les enjeux de connaissance du risque et de la manière de les adresser, de les protéger. C'est-à-dire que là, le chiffre est extrêmement important. En revanche, on le voit bien pour la santé, par exemple, si je change, parce que c'est plus simple de comprendre avec la verticale santé, on imagine bien que la sélection en santé aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas trop fait, et heureusement, parce que ça veut dire je sais que tout le monde ne trouve pas forcément la mutuelle à son pied. Néanmoins, on est à peu près tous assurés pour les basiques. D'accord ? C'est en cela que vis-à-vis de la sécheresse, si je reviens sur la sécheresse, la loi Baudu a par exemple sorti les piscines, si vous voulez, hein, de l'indemnisation, parce qu'il y a un côté un petit peu superflu, quoi qu'on en dise. Peut-être en Californie, on dit bah, moi j'ai une piscine et j'ai pu arroser ma maison. Voilà, ça c'est le dispositif assurantiel à la californienne. Donc, on imagine bien ici que ce n'est pas tout à fait le choix de la société. D'accord ? Donc, c'est important comment dire, de comprendre que l'oubli ou la non prise en compte de données dans la sélection et dans la tarification peut être nécessaire. D'accord ? Et c'est bien ce qui se passe dans l'assurance auto entre les hommes et les femmes. On paye la même chose, alors que pour les plus anciens d'entre nous, on se rappelle qu'on n'avait pas le même tarif selon notre sexe quand on a commencé à apprendre à conduire. Et pour l'assurance, comment dire, vis-à-vis des catastrophes naturelles, si on a le droit de construire un endroit, si on doit habiter à tel ou tel endroit, il y a un droit, et donc mécaniquement, la société dit qu'on va s'en occuper, on va rendre cela possible, donc assurable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire évoluer les règles du jeu. L'Observatoire va y contribuer. Les règles du bâtiment se renforcent. On voit bien qu'il y a énormément de réflexions aujourd'hui sur toute la chaîne de valeur de la gestion du risque qui doit être mobilisée. Des normes de construction. On peut parler ensuite, évidemment, des normes de prévention qui, au niveau individuel, peuvent émerger. On voit des dispositifs qui émergent ici ou là pour accompagner les individus qui sont plus exposés, les habitations qui sont plus exposées à tel ou tel risque, que ce soit face à la sécheresse, face à l'inondation. Puis on voit des dispositifs plus collectifs qui, comme je le mentionnais tout à l'heure, sur certains territoires, doivent également se mettre en place de manière plus partagée, afin d'accompagner et de diminuer le nombre de services, c'est-à-dire le numérateur du S sur C, du S sur P, pardon, quand vous avez le sinistre sur prime, ce qui est vraiment l'indicateur essentiel chez un assureur. Donc le but du jeu, c'est de diminuer le S probable, le sinistre probable, la sinistralité probable d'un assureur, et ça se diminue également avec des dispositifs de prévention et donc du chiffre, de la simulation, de la compréhension de la manière dont l'eau peut circuler. Enfin, vous avez énormément d'initiatives, des startups ou des assureurs, des banquiers qui aujourd'hui se préoccupent de la simulation de ce type d'événement. Et forcément, ce qui est très intéressant, c'est cette data. Quand je dis d'un côté, il y a la prévention et on doit être extrêmement sharp sur la compréhension individuelle de l'exposition au risque, mais d'un autre côté, dans la mutualisation, là, il y a quelque chose de plus politique. Donc la mesure du risque, en revanche, doit elle aussi s'affiner. Qu'est-ce qui est un sinistre, qu'est-ce qui n'en est pas? Quand un vent souffle à 200, il ne souffle pas à 220, d'accord ? Ça doit être mesuré. Il ne doit pas avoir d'influence, entre guillemets, politique sur l'anémomètre. Moi, j'ai travaillé en Inde en assurance paramétrique. J'ai vu des gens, forcément, remplir des pluviomètres. Je vois très bien le danger et donc la nécessité de sécuriser la mesure du chiffre. Je crois que c'est peut-être le moment de faire une pause. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Beaucoup de sujets déjà abordés. Alors, je vais faire preuve de beaucoup d'humilité. En tant que représentant d'entreprise et aussi à titre personnel, on est dans une période de grande incertitude. Et pour quelqu'un qui occupe une fonction comme la mienne de directeur risque, assurance et contrôle interne du 2e laboratoire pharmaceutique, ce sont des grands moments de réflexion et de collaboration en interne. Alors, rapidement pour le groupe Servier que beaucoup de monde connaît, on est le 2e laboratoire pharmaceutique français. On a une particularité dans le monde de la pharmacie, c'est qu'on est un groupe indépendant. Et on y tient beaucoup, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'actionnaires, nous ne sommes pas cotés. L'intégralité des résultats que nous générons sont réinvestis dans la recherche et dans les investissements
20% de notre chiffre d'affaires est réinvesti dans la recherche. Et le groupe a opéré depuis quelques années maintenant des investissements importants en matière d'oncologie. Donc on développe des produits plutôt dans des pathologies que l'on qualifie de rares ou pour lesquelles il n'y a pas de solution thérapeutique à ce jour. Et on est très heureux pour les patients et les oncologues d'avoir mis à disposition il y a quelques mois un nouveau produit dans le gliome, cancer du cerveau dans une forme très particulière. Ça faisait 25 ans qu'aucune solution nouvelle n'avait été apportée. Donc on a fini l'année à presque 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En progression de 10%. Et si on veut se projeter sur l'incidence du dérèglement climatique et de ses conséquences, nous avons, pour fournir nos médicaments aux patients, on dispose de 14 usines à travers le monde, beaucoup en Europe, mais également en Chine, en Russie, au Brésil, en Égypte, au Maroc, beaucoup en Europe de l'Est également. Et nos produits sont distribués dans 150 pays. Et si on parle de l'incidence des événements climatiques pour nous, pour le monde de la pharmacie, le sujet est un peu le sujet du moment de la pénurie de produits dans les officines et pour les patients, aggravé par l'épidémie Covid. Donc c'est un autre grand événement qui perturbe les entreprises. On a un impératif absolu que les boîtes de médicaments soient à disposition des prescripteurs et des patients au moment où ils en ont besoin, et encore plus en matière d'oncologie, où nos produits n'ont pas d'alternative à ce jour. Donc il est important que le groupe s'assure d'une durabilité et surtout d'une continuité de service, et que cette continuité de service soit le moins altérée possible par les conséquences des événements climatiques. Et s'il venait que cette chaîne de distribution soit altérée, bien évidemment, possiblement, un recours à l'assurance nous permettrait peut-être de trouver des moyens de rétablir cette continuité de service. Mais c'est là où on touche les limites du service de l'assurance, en ce qu'elle ne permettra pas de refaire redémarrer immédiatement une entreprise, enfin une usine, pardon, qui aurait été affectée par un dégât des eaux ou un incendie. Je vais revenir sur un certain nombre de chiffres parce que pour préparer un petit peu ce petit déjeuner débat, j'ai essayé de voir ce que les grands acteurs économiques, consultants et assureurs fournissaient comme données pour mesurer l'amplitude de ce qui se dresse devant nous. Quand je vous parlais d'incertitude, c'est de l'incertitude et du vertige. Standard & Poor's Global a publié, je crois que c'est fin 2024 ou début 2025, vous le trouverez, c'est assez facile à trouver, une estimation à l'horizon 2050, dans 25 ans, à peine une génération, de ce que, pour écouter ce qu'ils appellent les conséquences économiques directes d'événements climatiques extrêmes, pour les 1200 plus grandes entreprises, avec des variabilités selon les secteurs, estimé à 1200 milliards de dollars par an pour ces 1200 entreprises. 1200 milliards en 2050. On y reviendra certainement dans le débat, où se situe la limite de l'assurabilité quand on parle de ce niveau d'exposition. Et cette étude est basée sur un scénario very likely, donc hautement probable. Quand on parle d'aléa, encore une fois, est-on pas en train de détruire l'aléa quand on dit que le scénario est hautement probable, d'une dose des températures de 2,7 degrés. Si on se projette sur l'accord de Paris, 1,5. 2,7 very likely. Donc c'est pour poser les bases de ce que vous pourrez exemplarifier ce que vous disiez sur la data, etc. L'OCDE a produit aussi un rapport qui estime, pour la région Île-de-France, je pense qu'on est assez concerné ici, à l'horizon 2100, l'impact des événements climatiques, c'est 2,5 milliards d'euros pour l'horizon 2100 et 1,4 milliard d'euros pour l'horizon 2050. Si on essaie de se projeter de comment pourraient être utilisés ces fonds de 2,5 milliards ou 1,4 milliard pour l'ensemble de la collectivité, on mesure l'impact que ça peut avoir. Et puis pour rester dans le monde de la réassurance, Gallagher Re, qui est un grand réassureur américain, a fait pareil, a produit un rapport sur l'année 2024. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont en concordance avec ceux que vous avez, en tout cas pour la partie événements climatiques. 417 milliards de dollars d'impact économique des événements climatiques. Si on enlève les tremblements de terre, pour ne se tenir qu'aux événements de la Terre atmosphérique, on va dire, c'est 402 milliards. Sur ces 402 milliards de valeur économique touchée, perdue par le fait d'événements climatiques, seuls 151 milliards étaient assurés. Donc on est en gros à un tiers, deux tiers
de valeur économique perdue du fait d'événements climatiques, assurés et non assurés. Voilà, donc quand on est une entreprise et qu'on a face à soi ces projections, qu'on a une nécessité que nos biens, enfin ce que l'on produit, soit à disposition des patients au moment où ils en ont besoin, c'est-à-dire quasiment immédiatement en tout cas, personne ne choisit d'être malade, bien évidemment, et on doit s'assurer d'une disponibilité. Alors, ce que font les entreprises, bien sûr, on a accès au marché de l'assurance. On essaie de structurer des programmes pour se protéger, en tout cas pour protéger l'incidence financière, économique d'événements, de tout type d'événements, et en particulier des événements climatiques, événements naturels. Alors, pour enfoncer des portes ouvertes, c'est un tout petit peu plus complexe que de faire 3 clics sur lesfurets.com. Il faut utiliser les services d'un courtier. Alors pour être totalement transparent, il se trouve que De Chassis est effectivement notre courtier principal et je les remercie de cette collaboration fructueuse pour placer nos risques. Pour vous donner un ordre d'idée, ce n'est pas une information ultra confidentielle, mais notre programme, ce qu'on appelle le programme tout dommage, perte d'exploitation, nous souscrivons 700 millions d'euros par an pour couvrir l'ensemble des conséquences qui atteignent nos usines, nos centres de recherche et les conséquences financières associées. Si vous faites un calcul rapide et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en début, 6 milliards de chiffre d'affaires, 700 millions d'euros. Vous dites comment ils travaillent chez Servier, comment se fait-il qu'ils ne souscrivent pas pour l'intégralité du chiffre d'affaires généré? Tout simplement parce qu'il y a une réflexion qui doit se faire, vous l'avez déjà abordé, entre le coût de financement de ces solutions assurantielles et le bénéfice qu'on a par rapport aussi à des évaluations de probabilité de tout ce qu'on peut faire ensuite. Il y a un autre élément qui est important et qui est assez récent au niveau européen. Je vous invite aussi à aller consulter ce document. C'est une sorte, on appelle ça des position papers ou des opinions, des axes de travaux qui ont été émis conjointement par l'autorité de régulation des assurances européens, l'IOPA, et la Banque centrale européenne. C'est un rapport ou un document de décembre 2024. Alors pareil, je vais vous redonner des chiffres. Ce duo d'autorités ont estimé à 900 milliards d'euros les impacts des sinistres au cours de la période début des années 80 jusqu'à maintenant, et 1/5 au cours des 3 dernières années. Donc ça vous donne une accélération assez fantastique du coup des dommages et des événements, pardon, et dont ils ont mesuré, encore une fois, 1/4 seulement, et on est encore moins que le rapport que je vous citais précédemment, de valeur assurée. Donc ces deux autorités ont proposé des financements, enfin des solutions qui sont intéressantes, avec une partie qui serait facultative, qui mêle effectivement des mécanismes de réassurance avec du partenariat public-privé pour offrir des solutions. On osera penser à des coûts acceptables pour la collectivité et l'ensemble des acteurs, personnes privées et acteurs économiques, mais également un système obligatoire de mise à contribution des États à travers des fonds, notamment lorsque les événements climatiques atteignent les structures publiques, les infrastructures. Donc je ne sais pas ce que ce rapport va donner, c'est ouvert à la discussion et j'imagine que la CCR pourra être intéressée et fournira aussi son avis. Ce qui est intéressant dans ce rapport, et vous l'avez souligné, c'est qu'il fait un lien très fort entre un système de protection mais qui soit incitatif sur les mesures de prévention. Et pour les entreprises, on est aux deux côtés de la médaille. D'une, on subit les événements climatiques, mais il n'aura échappé à personne que l'activité économique génère elle-même les causes des dérèglements climatiques. Alors pour le groupe Servier, vous avez le rapport annuel intégré, je vous invite à le consulter sur servier.com, il est tout à fait disponible. Nous avons des engagements. Sur les scopes 1 et 2, on s'engage à réduire de 42% nos production de gaz à effet de serre et de moins 25% sur le scope 3. Alors, tout ça est un peu de la jargonite, mais en gros, c'est une réduction des gaz à effet de serre. Nous sommes aussi engagés dans une alliance Act for Nature qui promeut et qui favorise les actions en faveur de protection de la biodiversité. Donc on essaie d'être engagé, mais voilà, on subit aussi les événements. Donc il faut se protéger. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le marché de l'assurance, je l'ai dit, il a ses limites. Et donc effectivement, nous avons créé il y a maintenant plus de 15 ans une captive de réassurance. Alors, je ne vais pas faire un cours magistral sur la captive de réassurance. Une captive de réassurance est une société
dont le seul et unique objet social est de couvrir les risques de l'entreprise à laquelle elle appartient. Donc cette société ne peut couvrir que les risques du groupe Servier. Elle n'est pas installée en France parce qu'au moment où on l'a créée, la France, la réglementation française, ignorait tout simplement le concept même de captive et donc il n'y avait pas de régulation du tout. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a des règles de fonctionnement propres qui sont liées à la modélisation, à la possibilité de passer des provisions, puisqu'un assureur ou un réassureur, même une captive, sait que dans l'année, elle va avoir des sinistres à payer. Et donc, il y a tout un régime de provision qui est autorisé pour les captives, et en l'occurrence en Irlande, puisque notre captive est en Irlande. Je suis totalement transparent. Mais en tout cas, le cadre français, alors il a évolué, je crois c'était en début 2024 ou fin 2023. On ne s'est pas précipité à revenir en France. Peut-être un jour on le fera par patriotisme économique pour un groupe français dont les principaux centres de production sont en France et en Europe. On le fera peut-être, mais pour l'instant, on y est allé bien et ça nous permet effectivement de récupérer, de capter, de non captive, une partie des risques avant que l'on transférait et d'être en mécanisme d'auto-assurance. C'est génial, c'est super, on est indépendant du marché. Oui, mais quand il a été décidé de créer cette captive, ça a un coût. Il faut capitaliser la captive. Et puis, le coût du capital mobilisé pour pouvoir couvrir les risques, il faut le comparer au coût de transfert. Et ça, nos amis courtiers nous y aident. Faut-il retenir le risque? Faut-il le transférer? Et puis l'autre point, c'est qu'il y a des réalités actuarielles. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que comme on est notre propre assureur, on pourrait tarifer 10 fois moins ce qu'un assureur va nous demander. Oui, mais non. Parce qu'au bout d'un moment, on crée notre propre préjudice à devoir ne pas financer correctement les risques. Et je parle de financement des risques parce que c'est très global. Puis enfin, dernier point aussi, la réglementation. Accessoirement, ce n'est pas parce qu'on est une captive de réassurance qu'on est autorisé à faire tout et n'importe quoi. La Banque centrale irlandaise est très pointilleuse et très soucieuse à ce que les entreprises respectent à la lettre les directives européennes, notamment la directive Solvabilité 1 et 2. Donc c'est ce mécanisme qu'on a mis en place, mais ce n'est pas un mécanisme ultime qui va nous garantir qu'on sera tout à fait protégé de l'ensemble des événements climatiques. Et encore une fois, moi je suis un peu dans l'incertitude de ce qui va se passer. On développe des mesures de prévention dans le groupe, on a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de ça, on utilise les modèles et des outils des assureurs, des courtiers pour vérifier l'exposition de nos principales implantations au risque climatique, mais dans la chaîne de distribution, dans la chaîne de production, nous avons affaire à des sous-traitants, et autant sur votre propre chaîne vous êtes capable d'être en contrôle, sur celle de vos sous-traitants, qui en plus certains ont des techniques qui sont uniques, qui sont basées en Amérique centrale ou en Amérique du Nord, avec des expositions fortes aux cyclones et aux ouragans, c'est quand même un petit peu compliqué de leur demander est-ce que vous ne pourriez pas déménager ailleurs? C'est tout à fait impossible. Donc on essaie de se couvrir avec les limites. Et je finirai par là par cette question, mais vous l'avez décrit, on a un aléa qui se réduit, c'est une évidence. Alors on peut discourir et débattre sur la raison pour laquelle il y a une diminution de l'aléa, quelle est la part de l'humain, quelle est la part du normal. Alors, je dirais que ce qui fonde, normalement l'assurance est fondée sur un aléa. Il n'y a pas de risque assurable qui soit certain. D'ailleurs, ça fait partie des clauses d'assurance que l'on a le plaisir de lire quand on les a dans nos contrats. Voilà, pardon. Ouais. La fréquence et les coûts ont augmenté, donc cette nécessité d'une mutualisation, une diversification, je me pose la question si on n'est pas aux confins de ce qu'elle permet de faire justement sur le financement, en tout cas pour les entreprises. Voilà, donc c'est une mobilisation de ressources à l'heure où les ressources doivent être affectées pour nous sur la recherche, qui est extrêmement consommatrice de ressources. Pour développer une molécule aujourd'hui, les estimations sont entre 1,5 et 2 milliards de dollars ou d'euros pour développer un produit. Sachant que quand vous lancez 10 projets, si vous en avez un qui réussit, c'est déjà bien. Donc je vous laisse imaginer comment l'industrie pharmaceutique consomme du cash. Donc quand je vais dire au directeur financier, oui, moi pour la captive, il me faut 100, 200, 300, 400, 500 millions, je dis oui, bien évidemment, mais d'abord la recherche, d'abord les nouveaux produits, d'abord les patients. Donc voilà, c'est une question. On essaie de trouver des solutions pour l'entreprise. Il y a des mécanismes qui sont offerts, il y a les marchés de la réassurance qui ont eux-mêmes leurs limites. On a cet avenir devant nous qu'il va falloir collectivement appréhender. Et encore une fois, l'entreprise, pour ne pas avoir une vision assez égoïste des choses,
elle est un acteur économique et je crains beaucoup, moi, les effets systémiques. Vous l'avez un peu évoqué, de ce moment où on aura des événements certes localisés, mais qui vont avoir un effet massif sur l'économie. Et d'ailleurs, le fameux rapport de l'Europe le dit bien, une mauvaise couverture de ces risques climatiques entraîne des ralentissements économiques immédiats. Ça a été constaté, ça a été vu. Donc c'est vraiment un enjeu collectif et global. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas trop prendre de temps aussi et laisser la place au débat, mais de grandes questions, de grandes interrogations. Et je pense aussi, ça a été évoqué, la nécessité d'un grand sens de la responsabilité pour l'ensemble des acteurs économiques, les entreprises bien évidemment, les autorités publiques, les assureurs et réassureurs. Comment mettons-nous en place un système vertueux? Parce qu'effectivement, couvrir des risques climatiques, c'est quelque part une prime, je continue, de dégrader l'environnement si je sais que de toute façon, les conséquences économiques et financières sont couvertes. Voilà, ce sont des grandes questions. Je n'ai pas de réponse. Je laisse ça là. Je vais laisser la parole à Frédéric et on aura peut-être le plaisir d'y revenir ensuite. Bonjour à tous, Frédéric Duraud. Donc je dirige donc l'IRD, c'est-à-dire le dommage, responsabilité, flotte automobile, l'actuariat, enfin tout un tas d'activités qui sont dans ce périmètre. Et un mot sur Diosiassi, rapidement. Donc on est le premier courtier français, on va dire un courtier généraliste, également indépendant, avec un actionnaire majoritaire familial, on va dire, et puis des salariés, et un tour de table après de financiers. Voilà. Donc on a dépassé cette année 2024 le milliard d'euros de chiffre d'affaires, presque 1,1 milliard d'ailleurs, ce qui nous positionne d'ailleurs le 15e courtier mondial. Alors ça vous dira peut-être rien, mais on va dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on est le premier courtier non anglo-saxon. En fait, tous ceux qui sont au-dessus marchent avec 25 milliards en premier, étant des anglo-saxons, des américains et des anglais, avec notamment une empreinte territoriale aux États-Unis que nous, on n'a pas du tout et qu'on ne cherche pas du tout à avoir d'ailleurs. Voilà, c'est pas le même monde et puis on n'y mettra pas les pieds. Voilà. Donc, alors, juste, je voudrais rappeler quelques enjeux. Alors, ça a déjà été fait, mais peut-être avec ma grille de lecture. Je vais le faire assez rapidement, puis après, j'élaborerai sur le rôle du courtier. Qu'est-ce que le courtier peut faire et quelle est sa vision et son champ d'action. Alors, d'un point de vue enjeu, alors peut-être quelques mots à l'échelle de la France, ça a été dit. Pour marquer, on va dire, l'évolution des risques naturels. On est, si on repart dans la période 84-89, c'est les chiffres de la fédération, 84-89, en moyenne, en euros constants, le poids des événements naturels assurés, que ce soit Catnat, que ce soit tempête, grêle-neige, qui sont les deux grandes catégories, eh bien, on était à 1,2 milliard en euros constants. Dans la période 2016-2020, on était à 3,6 milliards. Donc 3 fois plus. Quand on est maintenant dans les années 2020, eh bien on a toute une série d'annus horribilis, avec 2022 avec 10 milliards 5, dont des épisodes de grêle entre fin mai et début juillet 2022 pour 6 milliards 4 et la sécheresse pour 2 milliards 5. Ce qui positionne 2022 comme la deuxième année la plus impactante de l'histoire en France après 1999. Vous vous souvenez de 99, qu'est-ce qui s'est passé en 99? Voilà, Lothar et Martin. Voilà. Donc là, c'était 15 milliards, dont 13 milliards de tempêtes. Voilà. Enfin, en euros constants. Et là, 2023, on s'est dit, là, ça va se calmer, ça va revenir à 4. Ben non, c'est 1,5 milliard. Et là, on s'est dit, 2024, ça va peut-être revenir quand même à 3, 5, 4. Ben non, c'est 5 milliards. Sans qu'il y ait eu d'événements, on va dire, majeurs. Il n'y a pas eu de big one en 2024. Donc on voit le truc. Et puis quand on se projette, on a le rapport de la CCR, effectivement. Il y a 3 rapports en fait, qui ont été faits. Le rapport de la CCR, qui a été commenté. Il y a le rapport de France Assureur, le rapport d'octobre 2021. Et le rapport de Covea de janvier 2022. Voilà. Covea estime à plus 60% l'impact des événements assurés à échéance 2050. Avec une approche très optimiste sur la tempête, parce qu'ils estiment qu'il n'y aura pas d'aggravation. J'en ai parlé avec le modélisateur, Risk WeatherTech. Bon, c'est un pari, peut-être un peu audacieux, mais enfin, il a des arguments pour ça. Et France Assureur estime à plus 93%. Mais attention, dans les plus 93%, en réalité, il y a un effet richesse qui est précisément de 53%. Voilà. Donc si on retire l'effet richesse, on est plutôt à 40-45%. 45%, c'est ça, avec un effet, on va dire, aggravation des événements climatiques qui, sur la base originale des 93, est de 35.
Puis après, il y a d'autres facteurs. Par exemple, il y a 5% qui est expliqué par le changement de répartition de la richesse sur le territoire, hein, la fameuse colonisation des zones littorales, par exemple. Voilà. Mais qui compte pour 5%, ce qui est quand même pas rien. Donc ça, c'est l'effet à l'échelle française. À l'échelle mondiale, alors il y a les chiffres de Gallagher-Ray, là, de 150 milliards pour 2024. Bon, il y a des données qui sont assez communément utilisées dans notre secteur de l'assurance, qui sont les données de Swiss Re et de Munich Re, qui en fait suivent ce qu'on appelle les larges losses. Ils suivent tous les deux une statistique, la plus connue c'est Swiss Re, une statistique des larges losses. Donc c'est quoi les larges losses? C'est des sinistres de plus de 50, unitairement de plus de 50 millions de dollars. Pardon. Et donc il y a ce suivi qui est fait et on se rend compte que depuis 30 ans, jusqu'à 2020, il y avait, on dépassait 100 en euros constants, pareil, on dépassait 100, enfin dollars constants, on dépassait 100 milliards de dollars, on a dépassé 3 fois. 2005 avec l'année Katrina, Rita, Wilma, 2011 avec Fukushima et les inondations en Thaïlande, entre autres, et 2017 avec Harvey, Irma, Maria. Voilà. 3 fois en 30 ans. Voilà. Depuis 2021, tous les ans, on dépasse 100 milliards. Tous les ans. Là, on est à 140 milliards sur les larges losses. Donc la loi de Pareto fait qu'au total, ça fait peut-être 150 milliards. Hein. Et ça fait environ 300 milliards en économique. Hein, on a un taux d'assurance d'environ 40%. Taux d'assurance dépendant beaucoup de l'événement et de la zone, évidemment. Fukushima, c'était 10%. Hein. Le tremblement de terre au Maroc, c'était 5%. En Turquie aussi. Par contre, quand on est sur les wildfires en Californie, on est plutôt sur du 50%. 40-50%. Voilà. Donc voilà, ça c'est les chiffres. Maintenant, un dernier chiffre intéressant quand même, c'est l'encaissement mondial de l'assurance non-vie. L'assurance non-vie, c'est entre 3,5 milliards et 4 milliards de dollars. Quand on regarde le dernier rapport de la Fédération française, qui reprend ces chiffres, 4 milliards de dollars d'encaissement. Alors on pourrait se dire, 150 milliards, c'est 3%. Finalement, c'est pas grand-chose. Mais évidemment, 3%, c'est beaucoup, parce que la sensibilité des combine ratios, combine ratio, c'est l'indicateur de rentabilité des assureurs, qui reprend le rapport sinistre à prime et le rapport de frais généraux, l'expense ratio. Et aujourd'hui, les assureurs visent entre 90 et 95%. Donc 3%, évidemment, c'est sensible en réalité, parce que ce n'est qu'un événement parmi tant d'autres. Parce qu'il y a évidemment plein d'autres contributions. Ensuite, et surtout, c'est qu'en réalité, quand on regarde l'économie mondiale de l'assurance et de la réassurance, 6% à l'échelle vie-non-vie et 8% pour le non-vie est capté par la réassurance. Or, la réassurance est le réceptacle des événements majeurs. Hein, c'est ce qu'on appelle en actuariat le loss creep. C'est qu'en fait, il y a un effet de compression inversée vers la réassurance. En fait, concrètement, quand un événement s'aggrave, c'est la réassurance qui prend tout. Et la réassurance mondiale non-vie, c'est 300 milliards de dollars. Donc quand on voit un phénomène qui s'aggrave, c'est ce qui s'est passé en 2022 avec l'ouragan Yann, 60 milliards de dollars. Cet événement-là a fait basculer la météo de la réassurance mondiale. Du jour au lendemain, en matière de réassurance, il y a tous les ans un rituel qui est les rendez-vous de Monte-Carlo en septembre et après les rendez-vous de Baden-Baden fin octobre. Et bien entre septembre et octobre, le marché a basculé. On est passé d'une majoration de 15-20 qui était prévue du fait de l'évolution à des majorations qui ont été monstrueuses, qui ont été de 80% sur les taux, des doublements de rétention, voilà. Et depuis, finalement, il y a eu des nouveaux événements. Il y a eu Milton et Hélène cette année, 35 milliards. Mais maintenant, compte tenu des rétentions importantes prises par les assureurs, ce qu'on appelle les cédantes, qui cèdent leur risque aux réassureurs, eh bien, compte tenu de ces seuils-là, eh bien, 35 milliards, ça ne bascule plus. Les wildfires en Californie, 30 milliards, même pas mal. Même pas mal pour la réassurance. Mais par contre, ce que tout le monde dit, c'est que s'il y a plusieurs événements de ce type dans l'année, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs événements à 30 milliards, eh bien là, il va arriver, au bout de 3, 4, 5, ça va basculer. De nouveau, ça va basculer dans l'horreur, dans les restrictions pour les assureurs, et donc, par répercussion, pour les assurés. Donc voilà, donc ça c'est sur les enjeux. Après, quelles sont finalement les réponses à apporter? La Palisse l'aurait dit, c'est la prévention. C'est le financement. Le financement, ça vient de manière. Finalement, c'est ce que l'assuré, les agents économiques finalement assurés acceptent de garder à leur charge, soit par des outils comme les compagnies captives, soit par tout simplement les franchises. Et il y a évidemment le transfert au marché. Voilà. Et puis après, il y a le rôle des pouvoirs publics, qui ont forcément un rôle à la fois politique et structurant, par l'aménagement du territoire notamment. Donc, qu'est-ce que peut faire le courtier là-dedans finalement? Parce que le courtier, finalement, c'est un intermédiaire. Le courtier, c'est la mouche du coche, finalement, c'est l'intermédiaire, c'est l'influenceur. Finalement, il ne finance rien, il n'est pas partie prenante au contrat. Contrat d'assurance, c'est entre un assuré et un assureur. Le courtier, des fois, on pourrait penser qu'il est finalement une partie négligeable. En fait, non. En tout cas, ce n'est pas ma vision du courtage, évidemment. Puisque, évidemment, on a un rôle important en termes de proposition de valeur, de structuration, d'influence également.
d'influence sur la transaction, mais d'influence aussi sur la pensée, en fait, hein, sur la politique. Voilà. Donc finalement, quels sont les axes? Il y a tout ce qui est du domaine de l'analyse de risque et de la prévention. Aujourd'hui, il y a l'analyse de risque de base, on va dire, hein, c'est-à-dire analyser les risques sur le terrain avec des ingénieurs. On a des ingénieurs pour cela et on aide à sélectionner les bons ingénieurs chez les assureurs auprès de nos clients. Hein. Quand on sélectionne des assureurs leaders, des appériteurs, on va évidemment, dans les critères, être attentif au choix de l'assureur dans sa capacité à accompagner le client en matière de prévention. Et nous-mêmes, on va apporter une proposition de valeur. Après, en matière d'analyse de risque, il y a ce qu'on appelle l'analyse quantitative des risques, hein, ce qu'on appelle maintenant dans le jargon l'analytics, qui consiste à utiliser des méthodes d'actuariat, parfois d'intelligence artificielle aussi, qui permettent de recouper des données, de cartographier des risques, voire même de modéliser. Ça, il y a un sens de l'histoire aujourd'hui qui est d'aller de plus en plus sur la modélisation, qui, sur la base de données de sites, hein, données des informations sur la géographie, données techniques de sites, regroupées avec des bases de scénarios d'événements, enfin d'événements historiques, plus un module ce qu'on appelle stochastique, c'est un module de simulation, de torsion des événements, en fait de simulateur de scénarios, hein, ce qu'on appelle dans le jargon actuariel les simulations de Monte-Carlo. Eh bien, on va arriver à développer des idées quel va être l'impact pour, par exemple, le laboratoire Servier, pour ses usines, quel va être l'impact dans telle zone géographique, hein, ce qu'on appelle depuis longtemps un cluster, dans une zone géographique, quel va être l'impact, finalement, avec une période de retour de 100 ans, 200 ans, 500 ans, etc. Ça, voilà, c'est ce qui aide à la compréhension des risques, ce qui aide à la prévention aussi. C'est alors, c'est pas donné, hein, la modélisation, ça représente un certain coût, hein, mais un des intérêts de la modélisation, c'est qu'elle permet d'identifier ce qu'on appelle des key driving locations, c'est-à-dire les sites qui sont les plus contributeurs à la modélisation. Vous allez avoir, par exemple, on va vous dire que la tempête dans telle zone, ça va représenter sur 500 ans, ça va représenter 200 millions d'euros. Voilà. Eh bien, vous allez identifier, l'outil va vous sortir les sites, par effet de Pareto, en fait, hein, les sites qui contribuent le plus. On va dire, sur 100 millions, il y en a 50% qui sont expliqués par simplement 3 sites, ce qu'on appelle les key driving locations. Et là, on va mettre le paquet sur la compréhension, sur essayer d'affiner les informations et surtout faire de la prévention. Hein, cibler la prévention. Voilà. Parce que forcément, il y aura un effet sur l'attractivité du marché, sur le narratif, on va dire, qu'on va pouvoir faire au marché, et puis sur, bien sûr, les résultats. Enfin, si on agit sur ces sites-là, il y aura plus de leviers. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est notre rôle transactionnel. C'est-à-dire comment peut-on arriver à structurer les montages. On a parlé un petit peu avec Laurent tout à l'heure. Comment peut-on structurer les montages d'assurance et de réassurance. Comment peut-on développer des argumentaires. J'en ai parlé un peu avec les key driving location. Ça, donc, c'est essentiel. Donc, typiquement, quand on va décomposer des montages, mettre des montages en ligne, par exemple, on va se soucier, dès lors qu'on a la data, de la nature des sinistres potentiels qui vont notamment résulter soit de l'analyse déterministe sur la base d'une cartographie, soit de la modélisation. Voilà. Et après, c'est là où on arrive à comment est-ce qu'on arrive à jongler avec les marchés. Voilà. Aujourd'hui, les marchés qui vont adresser le risque naturel, et c'est une des solutions d'ailleurs à la mutualisation et à la solution par rapport à ce qui paraît être une espèce de montagne à gravir impossible, l'Himalaya par la face nord, parce que comment peut-on faire pour arriver à surmonter tout ça? Si, parce qu'il y a des marchés qui se structurent, il y a des capacités qui arrivent, et ça, c'est là où le rôle du courtier est essentiel, dans la compréhension, dans l'identification de ces marchés. Voilà. Donc moi, ma conviction, c'est que les marchés dommages vont progressivement, ils ont déjà commencé à le faire, se désengager de l'assurance dite par événement, c'est-à-dire l'assurance événement naturel. Alors, ils ne vont pas totalement se désengager. Les assureurs dommages vont forcément garder un socle. Il y a des pays comme la France, comme l'Espagne, l'Italie maintenant, un degré moindre, on va dire, la Belgique pour les risques simples et commerciaux, qui ont des systèmes qui sont liés, en fait, où l'assurance dommage est liée à l'assurance événement naturel, CatNat, est liée à l'assurance dommage. Mais si on raisonne à l'échelle plus macro, il est une évidence que les assureurs dommages vont progressivement chercher à se retirer de l'exposition dite systémique. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et les solutions, c'est s'armer avec des données, c'est-à-dire concrètement renforcer ce qu'on appelle le data quality, c'est-à-dire il est hyper important, et ça, le courtier a un rôle clé dans la collecte des informations et donc dans le fait de convaincre ses clients de ne pas attendre que ce soit les assureurs qui mettent le couteau sous la gorge, en fait, et de convaincre les clients et donc du coup de les aider dans la manière dans la pédagogie, dans les outils pour pouvoir collecter
des informations comme l'âge des bâtiments, parce qu'ils sont déterminants dans la modélisation, la hauteur des bâtiments, la nature, les matériaux, etc., qui sont essentiels. Et ça, il est évident qu'à échéance 10-15 ans, on ne pourra plus ne pas fournir à la fois pour les outils de modélisation que l'on peut aider à déterminer et pour les assureurs, ce qu'on appelle les modifiers, un terme anglais, qui sont en fait les éléments qui, dans la modélisation, vont justement déterminer les résultats du modèle. C'est-à-dire concrètement l'âge de la construction, selon qu'un bâtiment a été construit après la mise en œuvre des normes antisismiques, anti-ouragan, etc. dans telle zone, ça va être déterminant dans les résultats et donc dans la manière d'appréhender les risques. Et c'est d'ores et déjà quelque chose qui est pris en compte. Aujourd'hui, un assureur fait une modélisation systématique du coût des événements naturels. Cette prime-là, elle est chargée dans la prime pure qui ensuite détermine la tarification. Et il est clair que quand il n'y a pas d'éléments suffisamment précis, l'assureur, il prend le scénario maximal. Alors que si on a les éléments qui permettent d'affiner, on va pouvoir affiner. Et donc la prime qui va résulter d'une modélisation RMS, par exemple, l'assureur, parce qu'il utilise des modèles un peu différents selon les cas, mais là où l'assureur va dire je mets une prime de 100, peut-être que la prime sera de 40. Et donc du coup, ça va jouer sur forcément la prime qui va être proposée, parce que derrière, la prime technique de l'assureur est déterminante, parce que même si on génère, et nous, notre rôle, c'est d'avoir des écarts tarifaires les plus importants, évidemment, en tant que courtier, il n'empêche que forcément, la prime de base, elle est essentielle. Voilà. Donc pour revenir au marché, finalement, quels sont aujourd'hui les marchés? Le marché dommage, il dit qu'il va de plus en plus se retirer, il va exister, ce sera un socle, mais qui sera de plus en plus réduit, et donc on va chercher des marchés spécialisés. Les marchés spécialisés, c'est les spécialistes justement ce qu'on appelle des excess cat, c'est-à-dire les assureurs qui ont envie, qui ont de l'appétit. En fait, il vaut mieux souscrire avec ceux qui ont envie plutôt qu'avec ceux qui n'ont pas envie. Donc ceux qui ont envie, c'est les réassureurs, c'est les marchés à Londres aussi, Lloyds, Bermudien, Company Market, c'est ce que j'appelle les marchés pied des pistes. Il y a beaucoup de marchés qui sont dans les zones exposées. Si vous voulez acheter du tremblement de terre à Mexico, en Californie, sur la faille de San Andreas, vous avez intérêt d'aller voir Suisse Re Mexico plutôt qu'aller voir Suisse Re à Paris. Parce qu'il y a l'envie en général de souscrire, parce qu'ils sont au pied des pistes. C'est un vrai effet, ça, c'est un effet d'attractivité important. Voilà. Donc, quand nous on doit passer par exemple des risques vent aux US, on va plutôt passer par un partenaire à Miami, parce que là-bas ils ont la connaissance, ils ont envie de souscrire. Voilà. Donc c'est les assureurs et assureurs spécialisés en excess 4. Après il y a les paramétriciens, c'est tous les assureurs qui se sont spécialisés dans des solutions dites paramétriques. Donc le paramétrique, c'est, on va dire, la proposition pour un assureur, la promesse d'un assureur d'indemniser un montant forfaitaire qui va dépendre de l'atteinte ce qu'on appelle un indice, un paramètre donné. Donc ça peut être un indice de vitesse de vent, de taille de grêlon, de hauteur d'eau, etc. Et donc ça, c'est des solutions qui se développent, qui sont des solutions de complément. C'est pas des solutions c'est pas la martingale, puisqu'en fait, il y a un risque de base qui est quand même important. Le risque, ça ne déclenche pas. Et puis, ça peut être extrêmement exorbitant quand on est dans des zones très exposées en termes de prix, parce que si c'est pour payer 10% ou 15% de taux sur la capacité, c'est que du lissage finalement. Et puis c'est plutôt des capacités qu'on va utiliser donc en rachat de franchise, en fait, en partie basse, justement pour lisser cette exposition et pour éviter la volatilité sur le PNL d'un client. Voilà. Après, il y a les cat bonds qui progressivement émergent. Les cat bonds ont été, on va dire, développés dans les années 95, je crois, c'était après Andrews de mémoire, après l'ouragan Andrews de 92 justement. Ils ont fait Flores notamment après Lothar et Martin. Mais c'était des solutions qui étaient, alors à part un client particulier, c'est des solutions qui étaient surtout apportées aux assureurs. C'est des solutions qui venaient protéger des portefeuilles d'assureurs. Ce que l'on voit émerger, et là ça fait maintenant 2-3 ans, c'est des solutions pour les assurés. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de grandes firmes, Suisse Re par exemple, qui est réassureur, c'est plus que des financiers en fait, qui ont structuré des SPV, c'est-à-dire des structures ad hoc, qui viennent apporter une réponse assurantielle sur une base indemnitaire ou paramétrique à des grands événements, mais pour des assurés. C'est-à-dire qu'on peut obtenir des solutions pour des assurés. Alors c'est des solutions qui ne sont pas données, c'est plusieurs millions d'euros de primes, c'est des engagements de durée. Donc ça, il y a un certain nombre de contraintes, mais pour des méga expositions, ça devient des solutions. Puis après, donc il y a les rétentions, bien sûr, qui sont voilà. Donc une fois qu'on a parlé de tout ça, il y a après l'innovation. Le courtier peut innover. Alors dans les innovations, moi je sais que
j'ai fait un mémoire en 2007 quand j'étais étudiant au CHEA sur le développement durable justement. Voilà. Et donc dans les solutions que j'avais proposées, c'était il faudrait mettre en place des clauses. Parce que j'ai dit que le courtier, l'assureur ou le courtier, j'étais assureur à l'époque, finalement il joue en tant qu'exploitant d'unités tertiaires, en fait, de bureaux, donc il y a le zéro papier, le machin, etc. L'économie d'eau, mais ça c'est pas grand chose. Il y a tout ce qui est investissement socialement responsable, puis après il y a son rôle en tant qu'assureur ou conseil. Comment finalement inciter à la réduction de la performance thermique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et j'avais eu l'idée à l'époque de dire tiens, on pourrait peut-être développer des clauses, et que j'avais fait en tant qu'assureur d'ailleurs, en 2008-2009, je parle dans le courtage, c'était des clauses par lesquelles on indemniserait plus, on mettrait un bonus d'indemnisation si l'assuré s'engager à réparer sa toiture. J'avais développé ça, j'ai la clause, je peux vous montrer le mémoire de 2007. Je l'avais présenté à la fédération d'ailleurs à l'époque avec Gérard André, je m'en souviens, qui m'avait invité. Et quelques années plus tard, il y a les clauses vertes qui sont sorties. Moi en tant que courtier, j'étais promoteur, puis c'est quelque chose qui a été développé, évidemment, d'autres y ont pensé que moi. Et le rapport Langrenay, ça fait partie de ces 37 recommandations. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on met la pression là-dessus. Dans nos cahiers des charges, on dit, nous, on met une clause verte qu'on essaie de dynamiser par rapport à avant, en disant, en plus, c'est le rapport Langrenay, donc vous n'allez pas, messieurs les assureurs, refuser de l'accepter. Voilà. Donc il y a l'innovation, il y a le fait aussi de pousser pour lever les contraintes du marché sur l'assurabilité, on va dire, des activités d'énergie renouvelable. On voit qu'il y a énormément de réticence du marché sur les panneaux photovoltaïques, voilà. Et donc nous on est là-dessus très promoteur. Puis après il y a le rôle d'influenceur. Voilà, donc on pourra parler, si vous voulez, du fonds Barnier, du fléchage intégral du fonds Barnier. Et puis d'une chose qui me tient à cœur, et c'est mon dernier point, c'est que dans la loi sur les caténaires, dans les différents textes qui ont suivi la loi Baudu, il y a eu donc un arrêté du 4 juillet 2024 qui a décrété de réduire la commission des courtiers de 8 à 5, enfin des intermédiaires. Ce qui était logique pour avoir une espèce d'homéostasie de rémunération, quoi qu'il y aurait à dire sur le travail des courtiers en la matière quand même, qui sont quand même bien impliqués dans l'évolution des risques. Et moi, cette manne qui représente 50, 60, 70 millions d'euros, en fait, elle a été intégralement fléchée vers les assureurs, sans que personne n'en parle. Et je trouve que franchement, dommage quand même de ne pas l'avoir fléché vers la prévention. Parce qu'avec 50, 60, 70 millions d'euros, on en aurait fait des digues, des bâtards d'eau, etc. Voilà. Et donc je sais que je suis assez vocal là-dessus dans les différentes instances. Voilà. Voilà. Merci Frédéric, merci à tous les trois. Alors, beaucoup de passion. Je vous ai vu que nos intervenants ne tarissent pas d'idées, d'exemples, etc. Donc on va démarrer les questions avec la salle. C'est très technique. J'ai vu certains d'entre vous qui, effectivement, à certains moments, disaient « Ouh là 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 ». Ce que je retiens, qui est un point important, c'est vous parlez tous. Il y a beaucoup de data, beaucoup de calculs, beaucoup de modélisation. Ça devient un élément important. Et le sentiment que moi j'en ai en vous écoutant, c'est que quelque part, vous avez endossé aussi d'une certaine façon l'habit, le manteau de ceux qui vont empêcher que la psychologie l'emporte sur la réalité. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on constate de plus en plus, y compris maintenant, nous on intervient beaucoup dans les territoires, les gens à un moment ils disent ce risque il est tellement létal ou tellement grand pour moi que je ne veux même plus le considérer. Et donc je pense que vous avez aussi un rôle de pédagogie et de ramener les choses à une réalité en disant non, il faut affronter ces risques, etc. Je pense qu'il y a aucun d'entre vous n'a dit écoutez, on y a bien réfléchi, voilà la solution. Je pense que vous dites tous on va augmenter la mutualisation, on va augmenter la prévention. On va augmenter les transferts et je pense qu'un des objectifs que vous mettez derrière tout ça, c'est d'éviter qu'un territoire ou un actif ne soit exclu du système assurantiel. Bon. Et je pense que ça, c'est une pensée qui est assez intéressante. On comprend que il y a, parce qu'avec le dernier exposé de Frédéric, on va du généraliste au spécialiste, au paramétrique, et donc on va avoir des gens qui vont être spécialistes de mini-risques sur des mini-zones. Et donc, on voit que cette spécialisation, comme dans tous les métiers, elle vient couvrir une forme d'appétence financière, à dire, voilà, je vais prendre des paris. Et donc, on est dans un univers qui s'apparente de plus en plus, finalement, à un univers de risque boursier. Voilà.
Donc je pense que c'est intéressant de partir de ces éléments-là, et puis je vais passer la parole à la salle pour que on vous interroge et voir si vous avez des idées autres par rapport à ça. Oui, d'abord merci beaucoup pour la qualité et la profondeur de vos propos introductifs. Vous avez tous évoqué, effectivement, comme Angelos l'a rappelé, la question clé de la data et de l'analyse de la data. Et donc la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a en fait des marchés de data qui se développent ou en tous les cas des espaces de partage de données parce qu'on voit bien par exemple comment l'industrie de la construction, etc., pourrait vous fournir des données, enfin jusqu'à un certain point, hein, si elle les avait, d'accord, on va dire, pourrait fournir des données, puisque aujourd'hui on est effectivement dans tout ce qui est la conception des bâtiments intelligents, des jumeaux numériques, etc., etc., et que pour évaluer les risques, c'est évident que alors à un niveau très micro, mais ça concerne quand même beaucoup d'acteurs, et c'est aussi important à un niveau macro pour savoir comment on les mutualise, comment on crée éventuellement différentes catégories de produits, différents niveaux de protection, etc., etc. Donc au-delà de la donnée qui est générée, disons, par le monde scientifique sur les risques climatiques, est-ce que la donnée sur les risques territoriaux, etc., elle donne aujourd'hui naissance, ce besoin de données donne naissance à, ou en tous les cas, est-ce qu'il y a des projets de partage de systèmes de partage de données ou de marché, ou est-ce que c'est encore à un horizon incertain que se développent ces marchés. Et puis accessoirement aussi sur les marchés, sur la question de la production de la donnée sur le risque climatique. Effectivement, suite aux décisions de l'administration Trump, on est en train de perdre des sources très très riches de données. Est-ce que les assureurs, les réassureurs américains se posent la question de financer en fait les organismes qui produisent les données, parce qu'ils en ont besoin de ces données en fait. Elles ont une valeur économique incroyable, et donc probablement ils doivent faire du lobbying auprès de l'administration pour que les agences qui sont pour l'instant en suspens continuent à produire des données. Mais deux questions sur cette question des données. Oui, c'est vrai que les données c'est fondamental, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc si on prend les normes de construction, on le voit tous, on commence à regarder les bâtiments intelligents, mais aussi les bâtiments qui vont respecter l'environnement. Donc c'est aussi très datavore. Et donc on va, à chaque fois qu'on construit quelque chose, se poser plein de questions et la documenter. Et c'est vrai qu'on ne regarde pas trop finalement l'adaptation au changement climatique ou la prévention, ou la valeur de prévention quand on construit un actif, une entreprise, une maison. Finalement, on se pose peut-être beaucoup moins cette question aujourd'hui, et on la documente moins, on apporte moins de data. Et tout l'enjeu est effectivement de savoir mettre un chiffre là-dessus. Alors il y a beaucoup d'initiatives, je parlais de start-up tout à l'heure, qui peuvent s'engager sur ce chemin-là. Bon, on peut parler de CSRD aussi. Il y a un ESRS 1, je crois, qui cherche à évaluer cette double matérialité de l'impact climatique rentrant sur un actif, au-delà du sortant sur le changement climatique. Et donc cette information comprend un certain nombre de data points hyper intéressants, et tout le monde est en train, c'est là où la CSRD doit quelque part ne pas être trop ralentie, parce que c'est une production d'informations extrêmement intéressante pour la connaissance, la maîtrise de ces risques, qu'on peut agrémenter ensuite avec d'autres. Je parlais de start-up. Alors avec CCR, on parlait des investissements tout à l'heure. On a parlé d'ILS, et je trouve ça super de mentionner ces outils qui sont aussi très dataphiles, puisque un SPV qui va mettre un prix sur un index va forcément devoir prouver sa capacité à être extrêmement objectif pour dire c'est temps et c'est pas temps. Voilà, et donc cette qualité de mesure est fondamentale et s'achète mécaniquement, et donc il y aura un marché pour la data, et c'est évidemment une bonne idée de ne pas jeter la data. Il y a forcément un marché derrière. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a aussi des investissements qui peuvent être
rentable. Alors avec CCRA, on a lancé, vous avez peut-être vu le Climate Change Resilience Fund que l'on a lancé l'an passé, dans lequel on a doté 50 millions qui va être renouvelé dès que la thèse d'investissement va être validée. Notre objectif dans cette initiative est d'investir dans des solutions d'adaptation et de prévention qui vont être rentables. Et donc de stimuler, d'accompagner, de participer, contribuer à une filière de l'adaptation et de la prévention qui vient comment dire, diminuer les passifs des assurances. Donc ça, cette data, pour moi, est forcément fait partie de ce dispositif. Et il y a donc aujourd'hui des entreprises, start-up ou autres, qui vont enrichir ou contribuer à modéliser de manière très technique, très précise, avec beaucoup de données, le chemin de l'eau sur un bâtiment en cas de tel ou tel événement qui vient à ce moment-là se brancher avec d'autres nappes de data. Et puis on peut passer de l'axe spatial à l'axe temporel et chercher des pétaoctets de données historiques pour voir comment la fréquence et l'intensité pourraient se modéliser, parce que là on est vraiment sur l'évolution de cette volatilité. La volatilité en soi c'est un aléa, mais on arrive dans la partie copule, hein, et donc l'évolution de ces volatilités et de voir comment on peut probabiliser, hein, on parlait de Monte Carlo tout à l'heure, hein, de la simulation, hein, pas du rendez-vous, et de voir effectivement probabiliser quelle est la probabilité d'avoir tel ou tel événement. Donc on arrive dans les VAR, Value at Risk, et de pouvoir du coup mettre un tarif crédible pour un marché. Et on voit des fonds émerger qui vont financer l'adaptation au changement climatique, comme on a fait de la rénovation énergétique. Enfin, tout l'enjeu est là aujourd'hui, et je pense que c'est la préoccupation numéro 1 chez les Français, c'est cette perception du changement climatique. Donc ça veut bien dire qu'on y met de la valeur. Et si on y met de la valeur, on va forcément déclencher un marché qui sera très dataphile. Voilà, pour répondre à votre question. Je ne sais pas si vous voulez. Oui. Donc, oui, donc je confirme effectivement que alors sur les histoires des États-Unis, pour l'instant, on n'en voit pas, on n'identifie pas pour l'instant les répercussions, en tout cas pas dans notre métier, en tout cas je ne l'ai pas vu venir. Mais on a plusieurs, on a à la fois les fournisseurs d'outils et de data. Donc les grands fournisseurs d'outils, c'est les outils de cartographie. Donc les grands acteurs aujourd'hui, c'est les réassureurs, hein, notamment, surtout Swiss Re avec sa base Catnet et Munich Re avec sa base Nathan, hein, qui sont les bases de cartographie qui cartographient une quinzaine de périls en current par rapport aux événements actuels et une dizaine également en transitionnel. Hein. Donc nous, par exemple, on a fait le choix régulièrement on met en concurrence Swiss Re, Munich Re, mais là aujourd'hui on est avec la base Nathan, on a acheté le module transitionnel et le module évidemment en cours, ce qui nous permet de sortir. Dès lors qu'on a les coordonnées géocodage, on peut sortir de manière très précise la vision, on va dire, à 2050-2100 sur une 9 périls, plus ce qui est en cours. Voilà. Donc ça, pour l'instant, il y a ça. Après, il y a tout ce qui va être la modélisation, je ne reviens pas dessus. Il y a 3 grands acteurs là, qui jouent là-dessus. Puis après, il y a tout ce qui va être singulier, tout ce qui va être sur des risques singuliers, où là, il y a, avec le plus singulier étant l'inondation. Hein, et les différents types d'inondations, hein, entre la submersion marine, qui est très peu modélisée. Je le disais encore ce matin, le rapport de Covea qui faisait même un focus là-dessus. Il y a ce qu'on appelle le flash flood, c'est-à-dire l'inondation subite, qui peut avoir différents types, hein, sur terrain plat, comme on a pu avoir à Dubaï l'année dernière, hein, sur terrain plat et sec, hein, qu'on a pu aussi avoir en juillet 2021, le 15 juillet 2021 en Belgique-Allemagne. Et puis on va avoir le flash flow sur terrain en pente, c'est avec des pluies torrentielles. Comme il y a eu tout récemment à Valence, comme il y a eu dans les phénomènes cévenols, comme il y a eu en 92 à Vaison-la-Romaine. Donc tout ça, il y a des modélisations de plus en plus, il y a des recherches. Je sais que par exemple AXA XL Risk Consulting, là, qui est une des structures de référence sur le marché, a un partenariat avec l'école Polytechnique, avec la chaire de mécanique des fluides. Parce qu'en fait, l'inondation a toujours été vue de manière un peu macro, en mode submersion. On a toujours raisonné en submersion. Donc en fait, l'inondation, c'est beaucoup plus compliqué que la submersion.
Il y a tout ce qui va être arrachement, tout ce qui va être phénomène de vortex, tout ce qui va être phénomène de Talweg, tout ce qui va être phénomène singulier, qui sont des phénomènes d'affouillement, qui sont des phénomènes complètement déterminants. Et ça a le mérite d'être étudié. Voilà. Et là, ça nous amène vers un autre phénomène qui est qu'aujourd'hui, toutes ces méthodes sont très chères. Et donc, on est aujourd'hui dans une espèce de R&D et dans un coût énorme. Et un de mes chevaux de bataille, on parlait tout à l'heure du rôle influenceur du courtier, c'est de passer de la haute couture au prêt-à-porter. C'est-à-dire que moi, j'ai la conviction qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle où une prestation de CAT Analytics, comme on dit, de CAT Modeling, de CAT Risk Engineering, c'est-à-dire de visite de risque de terrain par un ingénieur spécialisé, coûte aussi cher. Aujourd'hui, vous faites faire une visite de risque incendie, ça va valoir 5 000 € sur un site industriel sur une journée. Vous allez faire visiter le même site par un ingénieur qui va vous analyser. Alors d'abord, ce n'est pas le même qui va faire le risque inondation, la tempête, un ingénieur spécialisé. Alors que évidemment qu'on pourrait avoir le même ingénieur, simplement peut-être avec un peu moins de finesse, quoi, et ça coûte 20 000 €. Et ça, c'est très élitiste. Alors quand on est sur des secteurs d'activité à forte marge, on peut se permettre, c'est cher, mais on peut se permettre vu les enjeux de bidda. Mais quand on est sur de l'industrie à plus faible marge ou sur de l'ETI, c'est pas possible. Donc en fait, aujourd'hui, ce n'est pas accessible. Et ça, moi j'ai la conviction, et ça c'est en lien avec mon histoire de scission là, des marchés, j'ai la conviction et en tant que courtier, je pense qu'on a un rôle important en termes de compréhension, décodage, influence, que un des enjeux majeurs dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, c'est de passer de la haute couture au prêt-à-porter sur l'analyse des risques, qui aujourd'hui est trop inaccessible. Voilà. Bonjour, Valentine Huette, je travaille pour Vinci, je suis responsable adaptation au changement climatique. Donc, ce que vous avez dit, François-Xavier, fait sens. J'ai une question surtout sur le Climate Change Resilient Fund que vous avez évoqué, parce qu'il y a quand même un sujet sur quels sont les paramètres qui sont pris en compte justement dans cette rentabilité qu'on évoque. Est-ce que vous prenez en compte des externalités positives à l'échelle d'un territoire, par exemple parler de l'eau, donc l'eau c'est un bassin versant souvent, est-ce que vous réfléchissez de manière plus systémique ou est-ce que c'est toujours très localisé? Donc voilà, c'était un peu ma question, qu'est-ce que vous regardez dans ça? Alors le fonds vient de démarrer, mais c'est vrai qu'il a pour vocation aussi à poser ce type de questions. Et il est évident qu'on regarde tout type de dispositif dans notre approche, autant des approches qui peuvent permettre de bien comprendre ce qui vient d'être évoqué dans le comportement de l'eau sous différents types d'événements climatiques et force de ruissellement selon les bassins versants, et ainsi de suite. Et après, donc là, notre objectif est plutôt sur les dispositifs, peut être également sur les dispositifs pas forcément ultra innovants, mais qui ont fait leurs preuves et qui peuvent adresser ou diminuer vivement les coûts pour des particuliers, voire des entreprises. Ça peut être, on a parlé de Bâtard-d'eau typiquement, ça peut être ce type de dispositif et de la manière de les répondre. Après, forcément, c'est comment on embarque un marché. Donc, c'est pas forcément simplement de dire tiens, ce système-là pourrait être là, mais comment est-ce qu'il est pris en compte ensuite dans les couvertures. Et évidemment, alors qu'on est tous entre guillemets exposés à la grippe ou au vol et on doit être invité à fermer sa porte à clé, là quand on parle de changement climatique, quand on est au 3e étage, on n'a pas le même risque que quand on est rez-de-chaussée, hein. Donc il va falloir forcément acquérir là aussi de la data plus précise sur chaque personne et essayer de mettre la prévention comme un dispositif de contribution à la maîtrise du risque par le bas, et pas par la prime, hein. L'idée est quand même de préserver quand même une accessibilité et donc des primes qui a un sens économique. Et on voit bien qu'il est beaucoup plus simple finalement d'avoir, selon la fréquence de l'événement, la mise en place de ce type de dispositif. Donc voilà, après, là j'ai parlé de l'inondation, mais pour les autres, on a également on ouvre également et on stimule également le deal flow et donc des idées. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez les entreprises qui sont dans ce type de dispositif, à nous contacter ou contacter la société de gestion plus précisément, StarQuest, qui pilote ce fonds. Bonjour, Patrice Calfon. Moi, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et actuaire de la société Elis Alliance. Je me suis beaucoup intéressé récemment à la CSRD, vous en avez fait référence. Ce qui est intéressant dans la CSRD, c'est la vision un peu globalisante du risque, et du risque climatique et du risque environnemental. Là, je vois que vous vous intéressez beaucoup au sujet IARD, en fait, aux dommages,
Mais qu'en est-il de la partie humaine? Je veux dire, de la partie santé, de la partie... Parce que, je veux dire, dans la mutualisation des risques, bien évidemment, l'assurance segmente énormément l'IARD et la vie. Mais je veux dire, la mutualisation, c'est aussi l'IARD et la vie, comme le font la majeure partie des sociétés d'assurance. Est-ce qu'il y a des réflexions aujourd'hui, à votre connaissance, qui portent sur cette globalisation? On a très, très brièvement le rapport Langrenel pointait déjà la question de la valeur économique et de la non-couverture des pertes économiques qui découlent d'un événement naturel. On peut penser bien sûr à la santé, on peut penser à la santé face aux vagues de chaleur et ainsi de suite. Donc c'était évident qu'il y a là aussi ce qu'on appelle un protection gap, hein, parce que la conférence de Genève pointe du doigt très souvent, plus particulièrement sur certains pays émergents, mais le protection gap est énorme et quand on voit le coût économique d'une calamité naturelle, on pense d'abord, je dirais, dans la priorité, comme je sais pas, on peut penser à la pyramide de Maslow, au toit, et puis à partir de là, on commence à regarder ensuite d'autres événements, mais c'est évident qu'il y a beaucoup à faire pour également considérer les autres impacts et pas seulement le toit. Il y a de la donnée et on commence à, effectivement, y compris à la CCR, on ouvre un champ de travail avec quelqu'un qui commence à s'atteler à la modélisation de la perte de valeur économique. Voilà, on peut penser aux pertes d'exploitation, bien entendu, qui en découlent. Bonjour, merci pour cette présentation ce matin, c'était très intéressant. Sébastien Proust, je travaille chez le groupe Forward et on fait du conseil en investissement institutionnel. J'ai une question pour François Xavier sur ce risque systémique dans une gestion active-passive. Comment faites-vous pour avoir un surplus des ratios, gérer votre actif avec un passif où il y a un risque d'Armageddon? Est-ce que vous prenez en compte l'État, qui est le dernier réassureur, pour gérer votre actif? Voilà, une question autour de ça. Et une deuxième question sur la corrélation, là aussi en termes de... Dans un scénario de stress extrême, on peut imaginer que vos actifs seront corrélés à votre passif. Comment faites-vous pour gérer cette problématique? Là, vous touchez à un sujet qui me passionne beaucoup, qui est la gestion active-passif de cette maison. Et de manière très simple, on a parlé tout à l'heure de modélisation stochastique. Alors, on entend souvent parler de GSE, de générateurs de scénarios économiques, qui vont modéliser les marchés financiers sous différentes configurations économiques de taux, de croissance, d'inflation. Et donc, on génère comme ça une nappe de scénarios. Vous pouvez retrouver même à titre perso sur... la modélisation de votre épargne sur des, je ne vais pas donner de marque, mais certains qui vous disent vous avez X% de chance avec votre petit actif d'être bon. Donc ça, c'est une première partie de l'actif et effectivement, après, il doit bien répondre à des objectifs qui sont l'objectif de l'entreprise, qui est la protection de l'assurabilité, donc la réponse en apportant des liquidités le moment venu. Donc on a aussi avec les équipes passives de la maison, plusieurs modèles d'inondation, de sécheresse, ainsi de suite, qui vont générer 50 000 ans de l'année prochaine, possible. En termes de... donc, il y en a pas mal où il ne se passe rien, et il y en a pas mal où il se passe des trucs, et puis il y en a quelques-unes où il se passe des gros trucs. Et donc, c'est l'ensemble de ces données que l'on considère, et on va mélanger les deux, allant parfois sur des trajectoires super méga stressées, qui vont combiner à la fois des problématiques de climatiques et financières. Et après, il y a le temps, et de voir comment l'entité CCR résiste également dans le temps en cumulant d'une année sur l'autre aussi une série de tels événements. Et donc, toute l'allocation passif-actif se fait sur ce type de combinaison stochastique. Voilà. Oui, merci. Fanny Arav, économiste à SNCF Réseau et co-rapporteur de la VICESE sur risque systémique et enjeux assurantiels. Double question, de quelle manière vous parvenez à avoir un rôle de prévention vis-à-vis des institutions publiques? Je pense à PNAC 3 qui vient juste de sortir, le plan national d'adaptation au changement climatique. La difficulté qu'ont des grandes entreprises et institutions publiques à pouvoir faire des investissements de prévention
même en mettant en évidence, via les travaux justement de sinistralité, de coûts échoués, dépréciation d'actifs. Donc on essaie d'avoir en creux finalement un coût de l'inaction et donc la valeur d'une action de prévention. Bon, on a une très grande difficulté vis-à-vis de Bercy d'identifier justement un budget, en tout cas une valeur à ces coûts de prévention. Donc comment vous participez un petit peu à ce débat-là? Et de manière plus générale, la segmentation, la data, c'est extrêmement séduisant. Actuellement, dès qu'on fait la modélisation, c'est très intéressant. Mais je mettais peut-être aussi ce sujet du risque d'hypersegmentation et donc du coup de perte de mutualisation et de solidarité. Merci. Avant de laisser les spécialistes sur ce sujet de la mutualisation, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais par exemple les entreprises, il y a eu des projets de mutuelles d'entreprises. En fait, on voit que ce système-là, il est anti-mutualisation. C'est une mutualisation, c'est une micro-mutualisation. Et ce qui fait l'effet de la mutualisation, c'est la dispersion des risques et donc une collecte générale au service du plus grand nombre. Ces initiatives d'entreprise, en fait, elles sont anti-intuitives ou de la capacité de mutualisation. Donc, beaucoup de projets ont été pensés, mais n'ont pas réellement abouti. Pareil, sur la modélisation, sur ce que rapporte à l'entreprise l'effort de prévention, c'est un vrai challenge au niveau global, collectivité publique, mais au niveau de l'entreprise aussi. Sur mon rôle qui est le mien, encore une fois, quand on fait des modélisations, qu'on essaie de mesurer l'effort de prévention, on est rattrapé par oui, mais quelle est la valeur ajoutée pour l'entreprise à terme? Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc, il y a un nombre de data. Donc, déjà, au niveau collectif global, c'est un vrai challenge. Il faut arriver à la maîtriser, avoir une qualité pour en assurer. Parce qu'on parle de data, ok, il faut juste mesurer la qualité de l'information courante. Une information viciée au départ, ça donne une information viciée à l'arrivée. Mais ce sujet, alors moi je suis très intéressé par les réponses à assureurs et des grands réassureurs, parce qu'en interne sur les entreprises, sur les agents économiques, d'arriver à démontrer qu'il y a de la valeur à terme, quand on a des objectifs de très court terme, y compris pour nous qui ne sommes pas cotés, n'ont pas de rapport trimestriel, donc pas de distribution, mais c'est aussi un vrai challenge dans cet équilibre de l'investissement nécessaire aujourd'hui dans la prévention qui ne se visualise pas dans la fin d'année en valeur ajoutée. Pour abonder à ce que vient de dire Laurent, effectivement, il y a une question d'évaluation qui est importante pour connaître, savoir de quoi on parle. D'accord ? Bon, CCR apporte des conseils aux institutions publiques, privées, pour pouvoir mettre un prix sur ce qui vient d'être dit et de dire, probablement, si on regarde la nappe, il y a des espérances de rendement quand on place son épargne, il y a des espérances de perte quand on regarde ce qui peut se passer dans le futur. Et ça a un prix. Ça fait même des ILS, des cat bonds, et on peut investir là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut même gagner de l'argent parce qu'il y a un prix. Donc je peux donner de l'argent à SNCF qui peut renforcer ces événements contre un cat bond qui peut apporter une rentabilité probable. Donc ça se financiarise et il y a un dispositif qui peut abonder là-dessus. Ça se développe et ça se miniaturise entre guillemets pour descendre à l'échelle des entreprises aujourd'hui, alors qu'auparavant, comme c'était qu'au niveau des assureurs, mais ça commence à toucher maintenant le champ des assureurs, à commencer par celui des entreprises. Donc on est vraiment au début, effectivement, sur la partie privée du marché de cette émergence, qui doit trouver effectivement son implication. Enfin, il y a un marché pour cela et il y a un intérêt, il y a de la valeur. On a tous intérêt quelque part à pouvoir sécuriser ses modes de vie, à commencer par la mobilité. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il existe des dispositifs et on n'a pas évidemment toute la solution. Les courtiers, comme le disait très bien tout à l'heure Frédéric, ont un rôle plus que de mouche du cosmos, mais d'animation de ce qui peut être filiarisé et innové pour apporter des maillons dans cette chaîne de gestion du risque. À notre échelle, à CCR, on peut effectivement vous accompagner dans le pricing de ces pertes futures et donc de l'intérêt que vous pourriez avoir à mettre un ticket comme celui que vous avez pu mettre également pour rendre vos infrastructures plus responsables vis-à-vis de l'ESG. Voilà. Donc juste un complément, donc peut-être sur le rôle du courtier ou le rôle de la transaction avec un assureur. Quand on est courtier ou qu'on deal avec un assureur qui va par exemple être l'assureur de la SNCF ou de la Poste ou d'EDF, voilà, il y a un rôle à jouer en termes d'incitation pour par exemple mettre en place des ouvrages de rétention, des endiguements, etc. Donc régulièrement,
enfin, assez régulièrement, on va dire qu'on est amené à négocier même avec des clients privés qui se font face à des inondations et pour lesquels il y a la nécessité de créer une digue. Et le client, mais c'est pas lui qui va faire la digue, c'est les pouvoirs publics. Et donc, il y a donc une action de pression, parce que quand on se retrouve en situation d'inassurabilité, eh bien, il est bien nécessaire d'aller mettre en place une digue qui va peut-être coûter 2-3 millions, mais qu'il va même falloir faire. Ça, c'est des situations assez courantes. Après, il y a, à l'échelle plus macro, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, il y a l'histoire du fonds Barnier. Le fonds Barnier, c'est 12% depuis 1995, c'est 12% de la surprime CatNat. Aujourd'hui, la surprime CatNat en brut, elle est 2 milliards, alors net de fonds Barnier 1,7 milliard. Eh bien, on va dire que on était sur un fonds Barnier qui aujourd'hui était à 230 millions d'euros. Avec l'augmentation de la surprime de 12 à 20, on va dire qu'on flirte avec les 400-410 millions d'euros. Or, dans le PLF, on partait sur 230. Voilà. On a été un certain nombre à râler. Moi, j'avais alerté le syndicat des courtiers, enfin, de la Marae, etc. Je suis intervenu moi-même à la Marae début février où j'ai parlé de ça. Et finalement, il semblerait, enfin c'est un peu flou quand même, qu'on est monté à 300, mais je ne suis pas certain, 350, voilà. On n'est pas monté à 430, donc on n'a pas tout à 420, on n'a pas tout fléché. Et l'intention de départ, c'était de surtout rien changer, donc de ne pas orienter vers le fonds Barnier, ce qui est quand même un comble au moment où le rapport Langrenay sort et parle de prévention, quoi. Et il y a ma fameuse histoire de réduction de commission qui est partie intégralement aux assureurs. Alors évidemment, les assureurs, ils ont peut-être besoin, mais à ce moment-là, on le dit, quoi. On l'explique. Mais on ne fait pas une mesure qui passe la com de 8 à 5 pour finalement ne pas orienter vers la prévention. Voilà. Donc il y a ça. Et puis sur la mutualisation, pour finir, et c'est ce que vous aviez dit au tout début, c'est que la mutualisation, c'est avant tout politique, hein. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que tout le monde a oublié. Alors, vous avez certainement pas oublié, mais en 2012, il y avait un projet de loi de réforme des CatNat qui était quasiment voté. Il a été voté à l'Assemblée générale, il est passé en première lecture à l'Assemblée nationale, il est passé au Sénat. Il allait être voté fin mai 2012 en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et il a été coupé in extremis, alors qu'il était considéré comme acté, hein. Moi, je sais qu'à l'époque, on avait déjà fait des notes en interne pour analyser le truc, ce qu'on appelle le projet Barouin. Et le projet Barouin, finalement, le gouvernement Sarkozy a été retourné par le gouvernement Hollande. Et là, comme c'était jugé comme une mesure trop libérale, ça a été coupé in extremis. Normalement, on devrait être sous le projet Barouin s'il n'y avait pas eu cette circonstance in extremis. Et le projet Barouin, c'est un projet qui apportait une dimension libérale, c'est-à-dire qu'en fait, qui disait que les CatNat, c'était plus en tout sauf, hein. Aujourd'hui, un vol de sauterelle qui va détruire des murs, ça peut être CatNat. Voilà. Là, il y avait 7 périls capitaux là, qui étaient considérés comme étant éligibles. Et pas d'autres. On ne pouvait pas rendre éligible au CatNat quelque chose qui était inconnu. Il y avait des franchises spécifiques, il y avait des tarifications spécifiques, il y avait donc une libéralisation. Je ne saurais pas dire si c'était bien ou pas bien. En l'occurrence, c'était quelque chose qui allait démutualiser d'une certaine manière. Voilà. Ça n'a pas été choisi. À l'époque, le gouvernement Hollande n'a pas choisi. Depuis, il y a eu le livre blanc en 2015, après les inondations à Cannes, qui a été muet là-dessus, qui a surtout parlé de prévention, de frais de relogement, etc. Et depuis, il y a eu la loi Baudu, avec un certain nombre de trains de mesures, il y a eu un certain nombre d'arrêtés. Plus personne n'en parle. Et donc, ça veut bien dire que politiquement, le choix à l'échelle de la France, c'est bien de mutualiser. Voilà. C'est d'ultra mutualiser. Voilà. Et ça n'empêche pas que mutualiser n'empêche pas de connaître la topographie des risques et leur tarification. Je pense que ce n'est pas antagoniste, parce que c'est un choix politique en fait. Merci beaucoup et à la salle pour les questions et à nos intervenants. Je pense que ce n'est que le début d'une longue série d'analyses sur ce sujet, parce que finalement on a beaucoup parlé aujourd'hui du fait qu'on arrivait aux limites d'un système et qu'il y avait un certain nombre de solutions, un certain nombre d'innovations qui étaient là. Mais en tout cas, on n'a pas touché à la question de la régulation, qui est quand même un peu le cœur de ce qu'on fait dans cette chaire. Et donc, je pense qu'on va réouvrir le débat en se disant, mais en quoi la régulation, l'évolution du régime CatNat et la régulation peuvent venir fournir quelques bases complémentaires à toutes les initiatives que vous avez prises. Voilà. Merci beaucoup à nouveau à tous les intervenants. Merci à Angelos pour l'animation de ce débat. Juste deux annonces sur les prochains événements de la chaire. Alors la chaire, elle s'intéresse à la régulation, bien entendu, mais elle s'intéresse à tout ce qui influence la régulation. Donc elle s'intéresse évidemment à la transformation ou à la transition écologique. On en a parlé ce matin. On s'intéresse aussi
à la transformation numérique. Et l'objet du prochain petit déjeuner, qui aura lieu le 22 mai, ce sera en fait sur les enjeux énergétiques du développement de l'IA et du numérique en général. Tout ça nous amènera aussi au prochain événement de la chaire qui fêtera ses 10 ans le 1er juillet. Donc le 1er juillet, on organisera une conférence en fin de journée et qui sera consacrée en fait à la manière dont le climat géopolitique modifie la capacité de réguler. Dans tous les domaines en fait. Le numérique, vous avez les GAFAM soutenus par Trump remettent en cause toute la régulation européenne autour du numérique. La régulation financière est sérieusement secouée, ou la gouvernance du système financier international est sérieusement secouée par l'administration Trump. Et évidemment, la transition écologique et toutes les régulations climatiques, autour du climat, etc., sont aussi sérieusement secouées par cette nouvelle administration. S'ajoute à ça, évidemment, d'autres éléments. Il n'y a pas que l'administration Trump, il y a les enjeux de souveraineté et d'autonomie de l'Europe, etc., etc. Donc tout ça modifie en fait considérablement le climat dans lequel on gouverne nos systèmes économiques et on les régule. Et en fait, on a pensé que pour fêter les 10 ans de la chaire, alors je ne sais pas si c'est fêter le bon terme, on devrait dire célébrer les 10 ans de la chaire, on essaiera d'adresser un peu ces questions-là dans une conférence qui sera organisée, donc le 1er juillet. Voilà, merci beaucoup à vous et merci encore.